1755, la Corse, petite île de Méditerranée, s'oppose à la puissance de la sérénissime République de Gênes et déclare son indépendance. Un jeune homme, Pascal Paoli, est alors nommé général de cette nation corse naissante. Épisode éphémère et de peu d'importance, certainement pas, car durant 14 années, de 1755 à 1769, ce général et sa jeune nation ont focalisé l'attention de toute l'Europe, en essayant de mettre en place dans cette petite île de moins de 150 000 habitants, un modèle étatique novateur et moderne. Un grand rêve, une utopie, mais qui a à jamais marqué les esprits de son temps. Pour comprendre cette aventure humaine exceptionnelle, il nous faut nous replonger dans cette Méditerranée du XVIIIe siècle. Une Méditerranée que la République de Gênes avait dominée de toute sa puissance commerciale et bancaire. Gênes avait régné en maître sur cette mer pendant des siècles et possédait en Corse des places fortes imprenables, qui lui assuraient un total contrôle du commerce entre la France, l'Espagne et l'Italie. Au sud de la Corse, la cité de Bonifacio se dressait avec majesté sur de hautes falaises calcaires, juste en face du royaume de Sardaigne, et commandait le détroit des Bouches de Bonifacio, une des plus importantes routes maritimes entre les péninsules ibériques et italiques. Au nord de l'île, la cité de Calvi et ses puissants remparts faisaient face à Toulon et permettaient le contrôle de la navigation entre la France, la Corse et le nord de l'Italie. Face à Gênes, la cité de Bastia, véritable capitale économique de l'île de Corse, achevait cette emprise sur la mer Tyrrhénienne. La Corse était alors le prolongement de la République de Gênes, une plateforme portuaire au cœur de la Méditerranée. Loin des ports et des cités urbaines, l'intérieur de l'île était couvert de montagnes et de forêts, peuplé de villages accrochés aux flancs des massifs. Là se regroupaient les communautés paysannes, fortement hiérarchisées, avec à leur tête des notables ruraux, riches propriétaires fonciers, hommes de loi ou d'église. Ainsi était la Corse en ce début du XVIIIe siècle. C'est alors que depuis les vallées profondes et le cœur des forêts, un grondement sourd et menaçant se fait entendre. Ce n'était pas le premier, mais celui-là possédait une vigueur nouvelle, qui se transforma bientôt en une clameur furieuse. Les campagnes s'embrasaient. Les hommes commencèrent par refuser de payer l'impôt,
Puis, se rassemblant en bandes organisées, ils descendirent de leurs montagnes pour piller les cités côtières et leurs entrepôts. À l'origine des révolutions de Corse, il y a une décision prise par les représentants insulaires, qu'on appelle les nobles 12, de désarmer les populations. Ce désarmement des populations est lié au nombre considérable de vendettas et de guerres transversales qui existent à l'intérieur de l'île et qui font qu'on est devant une espèce d'obligation de désarmer. Le problème, c'est que Gênes invente un impôt parce que le désarmement des populations, ça entraîne un manque à gagner pour le trésor public. Donc ils inventent un impôt qu'on appelle les douiseignes. Évidemment, douiseignes, on a l'impression que ce n'est pas grand-chose. En fait, dans la réalité, ça peut être jusqu'à 10% supplémentaire d'impôt à payer. Donc les gens refusent cet impôt et c'est le refus de cet impôt, et deuxièmement, le fait que l'impôt en question était prévu pour un temps court et qu'en fait, on a rallongé le temps qui fait qu'il y a un mouvement qui se réunit. Les causes des révolutions de Corse à partir de 1729 et dans les années 1730 sont multiples et d'interprétations variées. Il y a toute une tradition qui s'est développée, qui développe des causes internes liées à la gestion génoise dans l'île, une gestion d'une puissance en déclin, une gestion d'une puissance qui a encore des moyens financiers et des moyens militaires, mais qui est de plus en plus contestée, qui n'apporte pas non plus de solution dans le bon exercice de la justice, et qui au fond, se trouverait face à un mouvement de révolte qui démarrerait en 1729 et 1730 à la suite d'un incident dans le Bozio et d'un personnage, Cardone, qui n'aurait pas pu payer une partie de l'impôt qu'on lui demandait. Cela aurait entraîné des émeutes. Il y a un autre élément qui, lui, est un élément de structure, si j'ose dire, qui est le fait qu'il y a un problème alimentaire, vivrier, de grains et de manque de grains en Corse depuis plusieurs années, avant 1729, en gros depuis 1727-28, et que cette pénurie déclenche véritablement une crise alimentaire très grave. Et puis, il y a vraisemblablement des éléments extérieurs, organisés par un certain nombre d'émissaires corses qui cherchent des soutiens à l'extérieur, qui cherchent des soutiens diplomatiques, des soutiens militaires, des soutiens économiques et des soutiens politiques. Et tout cela crée ce qu'on a appelé la vision traditionnelle, en tout cas, des causes des révolutions de Corse. Le 19 février 1730, 4 à 5 000 hommes se réunissent dans les plaines, aux portes de la ville de Bastia, puis marchent sur la capitale insulaire. Depuis les remparts de la citadelle, les soldats génois tirent en direction de la foule. Le cortège se détourne de la place forte et se répand alors à travers les bas quartiers de la ville et du port. La ville est mise à sac, les entrepôts et les magasins sont pillés. Rien n'échappe à la fureur des assaillants, ni les belles demeures des riches bastiais, ni les biens d'église. Les maisons particulières sont incendiées, les couvents saccagés, les hommes molestés ou tués, les femmes violées.
Durant 2 jours et 2 nuits, Bastia et ses environs connaissent la terreur d'une violence gratuite, qui se déchaîne contre tous les habitants des villes, accusés de s'enrichir au détriment des campagnes. La révolution de 1729 ne peut pas être totalement populaire et totalement paysanne, parce que lorsqu'on a faim, on travaille et on ne pense pas tellement à se révolter. Donc derrière tous les mouvements de révolte, où qu'ils soient, il y a toujours des enjeux qui proviennent des élites qui se révoltent contre un prince, un souverain, un chef d'État, la République de Gênes par exemple. Et la Corse de 1729, il faut bien voir qu'elle obéit à un suzerain qui n'est plus le même qu'au Moyen-Âge, parce que Gênes, depuis 1684, est une ville, un port qui a été bombardé, notamment par la marine de Louis XIV, et donc le suzerain, il est discrédité. Et par conséquent, la Corse du Moyen-Âge, qui acceptait relativement bien la puissance génoise au XIVe siècle, il est évident que lorsqu'elle voit ce que devient Gênes entre 1684 et puis le milieu du XVIIIe siècle, eh bien, les Corses ne sont plus très fiers d'être les partenaires privilégiés, par exemple, de la République de Gênes. Et donc les élites, c'est-à-dire les avocats comme Sebastiano Costa, les généraux ou les officiers qui sont au service de l'étranger, de l'Espagne, comme Cecaldi par exemple, de Vescovato, bon, qui est un officier donc, au service du petit-fils de Louis XIV, de Philippe V, ou Giaffere, qui est colonel au service de Venise, comme son père, son grand-père et son arrière-grand-père, donc 5 générations de colonels vénitiens, ou le père de Pascal Paoli, qui lui aussi a fait des études de droit, eh bien, les élites poussent à un mouvement qui apparaît comme étant spontané, mais qui est sous-tendu par des gens qui vont se dévoiler autour de 1735-1736, avec l'arrivée qui n'est pas spontanée de Théodore de Nehoff. Théodore de Nehoff, il est évident qu'on l'a présenté comme un roi bouffon, un roi d'opérette, etc. Or, c'est invraisemblable qu'un gentilhomme de très vieille famille allemande, originaire de Westphalie, débarque en Corse, ce qu'il n'aurait jamais fait si ça avait été une révolution populaire. Le 4 mars 1731, le couvent d'Orez accueille une consulte qui réunit, à la demande des chefs de la rébellion corse, 20 personnalités ecclésiastiques, prêtres, théologiens ou docteurs d'église, choisis pour représenter la conscience morale du peuple. Ils ont la lourde tâche de devoir se prononcer sur la légitimité et la moralité de ces révoltes face à l'autorité génoise. Cet épisode a fait couler beaucoup d'encre par la suite. Jean-Jacques Rousseau s'exclamait que cela témoignait d'un scrupule qui honore le peuple corse. La chose est pourtant moins extraordinaire qu'on ne l'a dit, car la Corse était alors très attachée à sa tradition religieuse, et les lieux de culte étaient, depuis toujours, des lieux où s'exerçait le pouvoir et la justice sociale et morale. Les insurgés ne pouvaient pas se passer de la vie des chefs spirituels, de cette société insulaire, sans perdre toute leur légitimité. Mais à Oreza, les chefs corses se gardèrent bien de convoquer les évêques ou les hommes d'église connus pour leur engagement inébranlable au service de Gênes. Ils réunirent ceux qui pouvaient leur offrir cette légitimité à laquelle ils aspiraient. L'idée d'un soutien de l'Église au mouvement corse ne me paraît pas réelle. Il y a des prêtres et des religieux qui vont prendre fait et cause pour les révoltes. Il n'y a aucun soutien de l'Église de Corse, pour une bonne et simple raison. J'ai 5 évêques, les 5 évêques ont longtemps été des Génois. À cette époque-là, c'est moins le cas, mais les Corses qui ont été choisis sont des pro-génois. Donc, de manière très claire, l'Église en tant que telle, en tant que ses représentants les plus élevés, indiscutablement, ils sont pro-génois.
Les théologiens d'Orèze ont répondu à des questions très précises, il y en a moins de 10, et on va voir combien ils sont réservés sur les conséquences de la révolte. Première question, le gouvernement génois peut-il être qualifié de tyrannique, puisqu'on sait qu'il y a une possibilité toujours de se révolter contre le suzerain lorsqu'il est tyran. Et ils répondent, il faut traiter amicalement avec le prince. C'est le moyen de remédier aux abus. Deuxième question. Dans le cas où ce gouvernement serait déclaré tyrannique, serait-il licite et juste d'employer contre lui les armes défensives et offensives? Réponse à nouveau mesurée des théologiens. Nous devons attendre les décisions du prince avec patience s'il le faut. Troisième question. Peut-on espérer que le gouvernement génois puisse devenir juste et utile pour le royaume? Réponse, on doit l'espérer. Très bref. Quatrième question. Convient-il que les ecclésiastiques s'unissent à la consulte pour demander au nom de la Corse la satisfaction des requêtes déjà faites ou à faire? Réponse, oui, mais avec la plus grande humilité. Cinquième question. À supposer que le gouvernement génois accorde les requêtes et promette de respecter les concessions, est-il prudent de se fier à ces promesses? Réponse, la nation doit rester armée de peur de quelque surprise. Encore trois questions. Et si on ne peut espérer des Génois qu'ils respectent les concessions octroyées, est-il licite et juste d'établir un nouveau système, là on est au cœur de la problématique paolienne, un nouveau système de gouvernement? Réponse, la nation doit rester unie. Avant-dernière question, est-il permis de se dédommager, donc du point de vue économique, des pertes subies par le fait des Génois? Réponse, il ne faut jamais manquer de respect au prince. Dernière question, quel est l'avis de l'Assemblée? Si la République s'obstine à rejeter les requêtes, il faut soutenir la guerre. Donc des réponses des théologiens qui sont beaucoup plus mesurées que l'on le croit en général dans l'historiographie, un respect du prince, un respect du suzerain, car les théologiens représentent le premier ordre de la société, le clergé, et ils ne veulent pas faire ce que fera la noblesse et Louis XVI en 1789, c'est-à-dire scier la branche sur laquelle ils sont assis. Si les théologiens d'Orezza sont restés mesurés dans leurs propos, les événements et notamment l'envoi de troupes militaires en Corse font basculer l'île dans une guerre contre un souverain de plus en plus considéré comme tyrannique. Malgré la répression, la résistance s'organise. S'ensuit alors une guerre larvée, durant laquelle chacun essaye de tirer la couverture à soi. De nombreuses régions restent sous la dominance de seigneurs qui négocient avec les représentants génois, chacun de leur côté, tandis que les chefs des premières rébellions s'opposent sur la marche à suivre. Alors que ces rivalités internes semblent avoir raison du mouvement de révolte, un personnage providentiel débarque en grande pompe à Aléria, avec des fusils, des munitions et des souliers, qu'il distribue à tous ceux qui accourent vers lui. La nouvelle se répand rapidement et une foule de plus en plus nombreuse converge vers Aléria. Le baron Théodore de Nehoff est alors accueilli comme un sauveur. Un mois à peine après son débarquement, le 15 avril 1736, ce baron allemand dont personne n'avait jusqu'alors entendu parler est proclamé roi de Corse par les chefs de la rébellion corse, unis pour l'occasion. La cérémonie se déroule devant une foule immense, rassemblée devant le couvent d'Alesagne, où un trône de fortune a été érigé en toute hâte sur la place publique. Vêtu d'un long manteau écarlate, doublé de fourrure, portant une perruque surmontée d'un chapeau à large bord retroussé, Théodore Ier est acclamé par un peuple en délire, au milieu des cris et des salves de fusils.
les chefs corses, à un moment donné, en 1735, ont montré leur incapacité à se mettre d'accord ensemble et à construire véritablement un État. Donc, à partir de ce moment-là, les uns et les autres ont en tête d'être soutenus par les Espagnols, par telle ou telle puissance italienne, voire par la France, etc. Très bien. C'est un pouvoir qu'on imagine extérieur. On se cherche des alliés et on vient d'échouer lamentablement dans une opération militaire. Et là, sort du dessous de la boîte, on nous sort Théodore, personnage dont on ne sait rien, qui arrive de Tunis, donc suspect par essence, avec des soutiens ou des pas soutiens, qui affirment en tout cas qu'il en a, et on a les chefs corses qui se rallient à lui. Non seulement les chefs corses qui traditionnellement étaient dans le camp des rebelles, mais aussi des chefs corses qui voient leur intérêt avec ce nouveau personnage, comme les Matres par exemple, qui jusque-là étaient progénois, et qui vont basculer complètement dans le camp, et même non seulement basculer, mais se mettre sur le devant de la scène, ce qui n'était pas le cas jusque-là. Donc, c'est un personnage, une espèce d'ovni, hein, mais c'est un totem en ce sens où, dans l'esprit des chefs corses, il doit servir à rien. Il doit servir simplement à rallier les uns et les autres, et surtout, il ne doit pas avoir d'ambition autre. Théodore de Nehoff est un personnage éminemment troublant, qu'on a très souvent catalogué comme étant un aventurier, voire, dit-on un peu facilement, un escroc. On l'a souvent aussi jugé comme un affabulateur, comme un mythomane. Il arrive dans la Révolution de Corse, pas de manière accidentelle, parce que finalement, il est en contact depuis longtemps avec certains des émissaires de la révolte, certains des chefs de cette révolte à l'étranger. Et il avait entendu parler de la Corse depuis un long moment. Il y a tout un tas de réseaux autour de Théodore aussi, du fait de sa carrière un peu complexe au sein de diverses cours européennes. Et il arrive un peu miraculeusement, mais pas par accident, au cœur de la révolte de Corse, dans laquelle il va essayer de s'imposer et de jouer le rôle d'un roi qui va être un monarque éphémère, mais qui a tenté quelque chose. En tout cas, ça n'a rien d'accidentel, la présence de Théodore de Nehoff là-dedans. Quel étrange personnage que ce Théodore de Nehoff, venu en Corse pour y construire un royaume. 7 mois plus tard, le monarque embarque à Solenzara, abandonnant pour toujours sa couronne. Quel étrange personnage donc, ce souverain que les gens s'empressèrent de surnommer le roi d'un été. Les chroniqueurs en son temps s'en donnèrent à cœur joie pour ridiculiser l'homme. Rapidement dépeint comme un aventurier peu scrupuleux, un affabulateur retors, un escroc. Il était pourtant un authentique baron allemand, d'ancienne noblesse. Mais une sombre histoire de famille, dit-on, avait révélé une ascendance bâtarde. Et lui et sa sœur avaient fini par être déshérités, suite au procès mené par leur propre grand-mère. On raconta aussi qu'il aimait trop le jeu et qu'il passa sa vie à accumuler les dettes. De sources plus sûres, on lui connaît de nombreuses aventures féminines dans la haute société, à la cour d'Angleterre, comme à celle d'Espagne, d'Italie ou de France. Assurément, il savait séduire son entourage. Criblé de dettes, il termina sa vie misérablement après plusieurs séjours en prison.
Pourtant, son aventure en Corse semble avoir été sincère. Théodore de Nehoff s'y était investi avec force et courage et a réellement tenté de construire un royaume dans l'île, soutenu par tous les leaders locaux et acclamé par le peuple. Théodore de Nehoff est un personnage absolument magique dans l'histoire de Corse qui arrive d'Allemagne, mais aussi de France, de la cour de Louis XIV, lorsqu'il a une quarantaine d'années. Et on ne comprend pas très bien Théodore de Nehoff si on étudie uniquement sa famille d'origine allemande. Ce qui est intéressant chez Théodore de Nehoff, c'est les liens avec tout le réseau jacobite écossais des Stuarts. Ce sont des liens qu'il possède grâce à son épouse. Il a épousé une demoiselle Sarsfield qui appartient à la plus haute aristocratie écossaise, puisque Théodore de Nehoff a une belle-mère, donc la mère de son épouse, qui est la femme du maréchal de Berwick. Et le maréchal de Berwick, c'est le fils naturel du roi d'Angleterre, Jacques II. C'est-à-dire que Théodore de Nehoff y gravite dans un milieu qui a été obligé de quitter le trône de Londres depuis 1688, puisque Jacques II a été chassé par la glorieuse Révolution d'Angleterre, et donc il va appartenir à cet immense réseau que l'on voit tout le long du XVIIIe siècle et auquel appartient Pascal Paoli. On ne comprend pas Pascal Paoli jusqu'au royaume anglo-corse des années 1795, 1794-95, si on fait abstraction de cette appartenance jacobite de Théodore de Nehoff à partir donc des années 1719-1720, lorsqu'il épouse Miss Sarsfield. Et donc Nehoff, il arrive en Corse à la demande des Corses. Il arrive en Corse à la demande des élites corses, ces personnages dont on a parlé, qui sont Sebastiano Costa, l'avocat, qui sont Teramo Orticone, le chanoine, qui sont Cecalde, le colonel, qui sont Giaffer, le colonel vénitien. Et donc, il ne peut pas débarquer s'il n'y avait pas derrière tout un système qui est destiné à l'accueillir et à le faire proclamer, évidemment, roi de Corse. C'est une expérience qui aurait pu fonctionner. C'est une magnifique expérience parce qu'elle prépare le terrain de Pascal Paoli, 20 ans plus tard, dans la mesure où les objectifs de Théodore de Nehoff, qui sont très bien définis dans un testament politique que l'on vient de retrouver il y a quelques mois, qui est un testament des années 1750, et je pensais qu'il était authentique, et je suis très heureux que l'on vienne effectivement de le découvrir dans une bibliothèque de l'Est de la France, et donc les objectifs de Théodore seront repris par Paoli en 1755, création d'universités, d'une monnaie, d'une armée, d'une marine. Théodore de Nehoff n'est pas arrivé en Corse par hasard. Il est apparu comme une solution, un remède, à des chefs corses alors désemparés, aux portes de la capitulation. L'un de ses premiers soutiens dans l'île a été Hyacinthe Paoli, le père du futur général de la nation corse. Hyacinthe Paoli est né à Morosaglia, un petit village au centre de l'île. Son père ne figure pas parmi les notables du village, mais Hyacinthe a eu la chance de pouvoir aller étudier à Gênes et rentre en Corse avec de l'instruction. Il épouse alors une fille de bonne famille qui lui procure un joli pactole et des relations. L'influence de Hyacinthe se fait grandissante, dans son village d'abord, puis dans la région et jusqu'à Bastia, où il se fait élire noble 12 en 1730, c'est-à-dire siégeant dans l'assemblée des 12 représentants officiels des communautés de Corse. Mais la révolte a éclaté et Hyacinthe se range du côté de la rébellion. Au couvent de Morosaglia, il réunit des partisans et s'engage à son tour dans la lutte. Il entre alors dans le gouvernement national créé par les révoltés et s'impose progressivement comme l'un des chefs, grâce à d'indéniables talents d'orateur.
Hyacinthe Paoli est un personnage très curieux parce qu'on sait peu de choses sur sa formation et pourtant il a transmis à son fils un savoir unique. On dira plus tard, Boswell le dira, que Pascal Paoli connaît tout Virgile, connaît tout Tacite, a lu Tite-Live. Et donc Hyacinthe fait partie de ces Corses que l'on trouve à travers tous les siècles, qui connaît bien la poésie, qui connaît bien le Tasse, qui connaît bien la Jérusalem délivrée, qui connaît bien donc toute la culture de son temps. Ça n'est pas vraiment un autodidacte, puisqu'il a dû faire partie des 12 Corses méritants qui sont partis faire leurs études grâce à Gênes, comme le fera Napoléon un jour à Autun et à Brienne. Il est parti au collège d'Elbène, à Gênes, et il est revenu un petit peu comme une sorte de pacere, une sorte de juge de paix, une sorte de conseiller, de docteur en droit, dans sa micro-région, qui est le Rostine. Et effectivement, il sort un peu de nulle part et il arrive à donner à son fils une éducation hors norme. Paoli est un homme qui est pétri de haute culture. Il a une culture religieuse et une culture latine, une culture classique, antique, tout à fait remarquable. Et il aspire à ce qu'il a appelé d'ailleurs la régénération de la Corse. Et pour cela, il a besoin de ce mouvement révolutionnaire, de ce mouvement qu'il laisse entendre comme populaire. Mais c'est un homme qui est un homme de grande passion politique, qui a le sens des enjeux politiques et qui espère surtout pouvoir placer en Corse un État fondé sur des idées de tolérance, des idées juridiques aussi, d'évolution juridique, qui, par certains de ses discours, rappellent, ou du moins annoncent, plus exactement, ce que l'on trouvera ensuite sous la plume de Montesquieu dans De l'esprit des lois, dont on a beaucoup dit que cela avait influencé son fils, mais chez Hyacinthe Paoli, il y a des formules juridiques qui sont très proches de certaines formules de Montesquieu, sauf qu'il le dit et l'écrit 12 ou 13 ans plus tôt. Armés de simples fusils, les Corses se trouvent rapidement incapables d'affronter la grandeur militaire de Gênes. La rébellion se cantonne dans les villages de l'intérieur et subit d'importants revers. Malgré les promesses de Théodore, aucune flotte ne vient aider les insurgés. La défaite, puis la débâcle, deviennent inévitables. Pour les chefs corses vaincus, l'exil s'impose désormais. En 1739, Hyacinthe Paoli s'embarque avec certains de ses hommes pour Naples. Il emmène avec lui son jeune fils, Pascal, laissant Amorosalia l'aîné, Clémente, en charge de la gestion des biens familiaux. Pascal Paoli découvre alors une des grandes villes de la Méditerranée, Naples, une ville baignée de culture, où l'activité intellectuelle est alors en pleine ébullition. En fait, dans la réalité, soyons honnêtes, le départ a été négocié. Le départ a été négocié, il a été négocié avec les Génois et il a été négocié avec Naples. Négocié avec les Génois et avec l'armée française de manière claire, c'est-à-dire que les Génois ont tourné le dos, les Français ont laissé arriver la barque qui a emporté Hyacinthe et on s'est débrouillé de cette façon-là pour se débarrasser de tout le monde. Négocier avec les Napolitains, ça apparaît de manière très claire dans la correspondance du consul génois à Livourne qui dit mais où est-ce que vont aller les chefs? Et il se rend compte rapidement qu'en fait les chefs ont négocié leur départ pour Naples. À Naples, Hyacinthe Paoli devient le patron du régiment appelé Corsica. Très bien, ça va durer un certain temps. Ensuite, il va rester avec un grade de colonel. Pour lui, il considère qu'il a fait plus ou moins la fortune de sa famille. Plus ou moins,
Je dis pas, il nous a laissé plus de dettes que lors de sa mort. Hein. L'IRA nous a laissé plus de dettes véritablement que d'argent. Sans doute. Il est resté à Naples parce que, d'une certaine façon, il s'était mis au service complètement du roi de Naples. Il a laissé, par contre, un de ses fils, qui est Clément, en Corse. Et lorsqu'il part donc avec Pascal, Clément a 10 ans de plus que Pascal, à environ, donc il doit avoir 24-25 ans. Il est déjà marié, il le laisse en Corse. C'est Clément qui va reprendre les affaires corse des Paoli. Pour Hyacinthe, c'est derrière lui, c'est dans son dos, il a donné, c'est suffisant. À Naples, Pascal reçoit d'abord un enseignement militaire, dans la foulée de son père qui a accepté un poste de capitaine. En 1754, Pascal est sous-lieutenant, mais, de l'aveu même de son père, ne semble guère doué pour le métier des armes. En revanche, c'est un homme très instruit, ayant bénéficié de l'enseignement de grands penseurs, ouverts aux idées nouvelles des Lumières. Pascal Paoli s'affirme comme un grand humaniste éclairé, hostile au droit divin de la monarchie et à l'oppression des peuples. En Corse, la situation s'est une nouvelle fois dégradée. Les révoltes succèdent aux actions répressives. Gênes a fait appel à la France pour l'aider à mater les rébellions. Puis, les troupes françaises s'en sont allées et les émeutes ont repris de plus belle. Les chefs corses se disputent toujours le pouvoir et l'un d'eux, Gaffori, est assassiné. Partout dans l'île, le chaos règne à nouveau. Une nouvelle fois, la solution va venir de l'extérieur, mais pas d'un Allemand comme au temps du baron de Neuhoff. Non, d'un jeune Corse, en exil depuis 16 ans, Pascal Paoli. Est-ce que Hyacinthe et Pascal sont d'accord pour le retour de Pascal? Moi, je dirais certainement pas. Parce que j'ai la correspondance du père et du fils, et les choses sont très très simples. Le père ne cesse pas de freiner. Dans un premier temps, il a essayé d'en faire un curé. Dans un deuxième temps, un officier au service de telle ou telle puissance. L'Espagne, Naples, etc., voire la France. Il n'a pas réussi. Son fils va rentrer. Il est contre. Il se montre contre. Toute la correspondance du père avec le fils, on n'a que la partie du fils, mais elle est très claire. Son père est plein de terreur, etc., etc. Lui voit l'aspect positif. Son père ne voit que les aspects négatifs à la rentrée de Pascal en Corse. Pascal s'inscrit dans la lignée de son père. C'est un garçon qui va toujours admirer son père, qui regrette néanmoins que son père ne revienne pas justement en Corse. Il y a des lettres où il lui dit vous étiez le général de la nation et maintenant vous n'êtes même pas capable d'obtenir une lieutenance d'infanterie pour votre fils, c'est-à-dire pour lui, alors que vous êtes lieutenant général des armées à Naples. Il en veut à son père, comme Napoléon voudra un jour à son père, d'avoir accepté la suzeraineté de Louis XV. Il y a une opposition, comme toujours, entre père, fils, quel que soit le père et quel que soit le fils. C'est le moyen de former son caractère, mais toujours, il vivra dans le respect de ce père, qui est assez chiche, qui est assez pingre, qui lui envoie peu d'argent, et à la fin de sa vie, Pascal aura un grand regret, à l'époque de son amitié amoureuse avec Maria Cossuet, c'est de ne pas pouvoir aller à Naples, se recueillir sur la tombe de ce père, qui est mort seul à 86 ans. Pascal a toujours voulu vivre plus longtemps que son père, il n'y est pas arrivé puisqu'il n'a vécu que 82 ans, et il ne verra jamais donc le lieu de sépulture de ce père mort seul, alors que lui-même était devenu le général de la nation corse depuis 8 ans, c'est-à-dire en 1763. Le 14 juillet 1755, Pascal Paoli est nommé général en chef de la nation corse, après d'ultimes négociations entre les différents chefs insulaires. Mais seuls 16 pièves sur les 66 que compte l'île sont représentés lors de ce vote.
Le pouvoir de Paoli est alors chancelant, illégitime aux yeux de nombreux Corses, tandis qu'à Aléria, Matra se fait élire à son tour général de la nation corse. Dans les vallées de l'île, l'anarchie règne et fait parfois place à la guerre civile entre seigneurs rivaux. Une première mission s'impose alors à Pascal Paoli, le rétablissement de l'ordre et de la justice dans l'île, une mission qui allait lui faire perdre beaucoup de temps. Car Pascal Paoli a une grande ambition, construire un État nouveau qui ne soit pas calqué sur le modèle des monarchies européennes, un État nouveau où le pouvoir n'est pas aux mains d'une lignée familiale, mais résulte de la concertation des représentants du peuple. Au début des années 1760, Paoli lance toute une série de réformes structurelles pour doter l'État d'une indépendance économique et militaire, à commencer par une marine, sans laquelle aucune autonomie n'est possible. La vision politique de Pascal Paoli pour la Corse est une vision essentiellement juridique. C'est une notion de droit. Il a la conviction que la liberté s'acquiert, qu'elle se confirme par le droit. Et toute sa tentative politique qui durera près de 15 ans, entre 1754-55 et 1769, sera de faire admettre que la liberté de la Corse est un droit au sens juridique profond, et c'est ça son grand dessein. Son grand dessein, c'est d'assurer la reconnaissance juridique internationale de la réalité de l'État corse. Ça ne veut pas seulement dire qu'il a une vision, disons, idéologique, mais ça s'inscrit dans des réalisations concrètes. Il ne faut pas oublier qu'il crée un Conseil d'État. Il ne faut pas oublier qu'il crée ce qu'on a appelé une constitution. Il a créé des institutions, une monnaie, un drapeau. Il a une reconnaissance donc de fait qui s'appuie sur des symboles juridiques et officiels profonds. Pascal Paoli ne tient aucune des villes de Corse et jusqu'en 1761, son État n'a pas de capitale, son gouvernement de lieu pour siéger. C'est lors de la consulte de Kazinka, en mai 1761, que Corte fut choisi comme capitale de la Corse. Bâti au cœur de la montagne insulaire, Corte était un gros village au glorieux passé. C'est là, sur un piton dominant les habitations, que Vincentello d'Istria avait jadis édifié son château, alors qu'il s'était fait proclamer vice-roi de Corse au début du XVe siècle. Repris ensuite par les Génois, puis déserté au début des révolutions corses, le Nid d'Aigle offrait un refuge de premier choix que le jeune général décida d'occuper. Au pied de la forteresse, l'ancienne résidence du lieutenant génois fut investie pour abriter le Conseil d'État. Corte est une ville qui, pour un résistant, parce que Paoli est un résistant à la suzeraineté génoise, Corte pour un combattant, et il est un combattant contre les armées de Gênes, Corte est évidemment un nid d'aigle absolument extraordinaire. Parce qu'aujourd'hui, on arrive à Corte par la route. Il faut s'imaginer ce qu'était la citadelle de Corte dans les années 1750, combien il était quasi inaccessible, impossible de monter jusqu'à Corte. Gênes, dans cette île de Corse, possède des présides, Bastia, Ajaccio, Bonifacio, Calvi, en partie le Cap Corse, et par conséquent, Corte est un merveilleux lieu de résistance. Mais Paoli est un homme très intelligent, et il sait très bien qu'on ne peut pas vivre au sommet d'une île réfugiée dans les montagnes et que les ports sont les poumons de l'île.
Et donc, il va vouloir créer un port qui ne serait pas un port génois, qui est Île-Rousse, et il va créer Île-Rousse pour essayer d'y attirer notamment des Juifs, la colonie juive, et il va essayer d'ouvrir la Corse par la marine de guerre qui est basée à Maginage, qui est en partie construite, les gros felucones par exemple de Pascal Paoli, construits dans le Cap Corse, parce qu'il sait que la Corse a besoin d'exporter ses propres ressources pour pouvoir importer ce qu'elle n'a pas. À partir de 1764, la constitution corse est à peu près stabilisée et les différents organes de l'État fonctionnent sans écueil notable. Corte assume complètement sa fonction de capitale. Plusieurs bâtiments de la ville ont été aménagés, notamment pour recevoir de prestigieux invités en provenance des autres États d'Europe, tandis que des structures administratives se mettent en place dans l'île, comme des relais du pouvoir central exercés depuis Corte. Une partie du nid d'aigle a été transformée pour accueillir des cachots modernes et plus salubres que les vieilles caves où s'entassaient naguère les prisonniers. Un des petits appartements de la forteresse est alors occupé par le bourreau, les autres par les gardes. Pascal Paoli dispose d'un appartement de fonction avec bibliothèque et chapelle au pied du château. Il règne enfin une certaine agitation dans la ville, car on se prépare à inaugurer l'année suivante l'Université de Corse, une vieille aspiration chère au cœur du général et de ses partisans, mais qui n'avait pu voir le jour tant que les bases de l'État n'étaient pas affermies. On découvre chez Pascal Paoli la volonté de donner un certain décorum à l'État. Les nouveaux bâtiments sont décorés avec soin et le général troque ses habits ordinaires des premiers temps pour des uniformes cossus. Il porte aussi une perruque poudrée à la manière des élites européennes. À partir de 1764, l'ensemble du gouvernement paoliste adopte ces nouveaux codes vestimentaires. Paoli dit « je suis général », dans l'esprit d'un certain nombre, eh bien, il avait en tête de se faire roi. Et on trouvera l'accusation dès l'arrivée des Français, dans le premier texte des Français, on va rencontrer cette accusation sur laquelle Paoli aurait eu en tête de vouloir devenir roi. Rien dans ce qu'on connaît de Paoli ne va dans ce sens-là. Pascal Paoli est un homme véritable du XVIIIe siècle. Il parcourt et il dépasse même un petit peu le XVIIIe siècle, c'est-à-dire qu'il vit dans une effervescence philosophique où l'on se pose des tas de questions sur ce que sont les régimes politiques. Napoléon fera pareil en 1789 et on est surpris de voir le niveau de réflexion politique de ces jeunes gens qui ont 25-30 ans comme Pascal ou Napoléon à 20 ans. Et on oppose les régimes. Il y a un régime en France qui est la monarchie dite absolue, avec un roi qui a à peu près tous les pouvoirs, Rex, Lex. On a un autre régime qui plaît et qui séduit Pascal Paoli, c'est le régime anglais. Pascal, on ne peut pas dire qu'il n'aime pas la France, mais il n'aime pas les institutions. C'est tout à fait différent, ce n'est pas le pays qui est en jeu, c'est le système politique de Louis XV, le roi absolu. Par contre, l'Angleterre, depuis 1688, et notamment le gouvernement qui s'est mis en place après l'éviction de Jacques de Stuart, c'est un régime déjà parlementaire. Et donc, les sujets commencent à être des pré-citoyens. Et ce que l'on a chez Pascal, c'est cette idée de citoyenneté. Et il y a de très belles phrases, y compris à la fin de sa vie, lorsqu'il est octogénaire et qu'il parle de sa prochaine mort. Il dit « Je vais devenir citoyen du ciel ». Et c'est une merveilleuse formule qui qualifie la vie de Pascal Paoli. On est au XVIIIe siècle, au milieu du XVIIIe siècle, dans un monde de monarchie, de dynastie de droit divin, dans un monde d'hérédité politique. Or,
Pascal ne prévoit pas une hérédité en Corse du général de la nation. On n'a aucun texte où Pascal va dire « je vais avoir un neveu, le gendre de mon frère Clément, etc., qui va me succéder ». On est déjà dans des idées pré-démocratiques, pas forcément dans des idées républicaines, parce que même en France, en 1789, les philosophes et les révolutionnaires ne défendront pas des idées républicaines, mais on est dans un système où on parle de parlement, de diète, par exemple, du temps de Théodore de Nehoff, et on parlera bientôt, dans la vieillesse de Pascal, d'assemblée constituante, et c'est la raison pour laquelle on ne peut même pas dire qu'il se rallie aux idées de la Révolution française. Le terme de rallier n'est pas juste, il préfigure les idées de la Révolution française. C'est la raison pour laquelle, lorsque Robespierre l'accueille à Paris en 1790, il dit « Vous avez inventé l'idée de liberté alors que nous n'osions même pas prononcer son nom. » C'est autour d'un des plus majestueux ponts génois de l'île, à Ponte Novo, sur la route qui relie Bastia à Corté, que fut scellé le destin de la nation corse en 1769. Certains diront que la défaite du jeune État face aux monarchies européennes était inéluctable. L'armée corse était réduite, mal entraînée. Face à elle se dressait l'une des plus belles armées d'Europe, 30 000 soldats de métier dépêchés dans l'île et des centaines de milliers en réserve. Le combat était, quoi qu'on en dise, perdu d'avance. Pascal Paoli avait engagé 1 millier de mercenaires prussiens, disposés derrière les Corses. Il leur avait donné pour consigne d'empêcher les combattants de franchir le pont. Durant la bataille, les Corses avaient été contraints de reculer devant le pilonnage intensif des canons français, disposés sur les collines, en aval du pont. Les Corses s'étaient alors trouvés pris entre deux feux, les Prussiens respectant l'ordre de tirer à la lettre. Au cours de la bataille, l'armée corse perdit 200 ou 300 hommes, ce qui fit autant de familles endeuillées dans l'île. C'en était bien trop pour le général Paoli, qui comprit que cette défaite signait en réalité la fin de sa tentative d'État. La bataille de Ponte Novo en mai 1769 scelle l'aventure paoliste parce qu'il faut pouvoir payer une armée. Et Pascal Paoli a toujours eu du mal à payer les 2 régiments qu'il a mis sur pied. En plus, il faut bien voir, comme le diront les Anglais, la Corse est une petite île, 120, 150 000 habitants peut-être au maximum. Ajaccio, à l'époque de la naissance de Napoléon, en 69, c'est 4 500 habitants. Donc, ça n'est pas du tout l'Ajaccio d'aujourd'hui. Bastia, c'est à peu près pareil. Et donc, que pouvait faire la Corse avec ses 120 000 habitants face à un pays qui était la première puissance du monde? C'est ce qui a soulevé d'ailleurs l'indignation de Frédéric II de Prusse, de Catherine de Russie, de l'ensemble des esprits des despotes éclairés du XVIIIe siècle. La monarchie française de Louis XV envoie des troupes en Corse pour faire respecter l'ordre génois officiellement et pour obtenir la Corse en compensation du Canada en 69. Et donc, on ne pouvait pas résister avec l'armée de Pascal Paoli aux troupes massives et à la marine toulonnaise qui transportait ces troupes de Toulon à Bastia en particulier. La Corse avait dû, avec l'intervention française
directe en 1768-1769 s'organisait difficilement dans un système d'économie de guerre. Ça ne pouvait durer que s'il y avait des succès valables. Or, des victoires militaires, il y en a eu peu. Une tout à fait symbolique et importante à Borgo, et puis ensuite des tentatives, une guérilla habile, mais qui n'a pas pu apporter une victoire décisive. Et puis ensuite, donc, Ponte Novo, dont le choc a été tel que, moralement, ça a joué. Effectivement, des difficultés d'argent, il devait déjà y en avoir depuis quelque temps, puisque l'université de Corte, par exemple, ouverte en 1765, a été fermée essentiellement pour des questions budgétaires à la veille de la guerre en 1768, à très peu de distance des premières très grosses interventions françaises. Et on se souvient de discours aux jeunes étudiants de Corte, discours patriotiques qui montraient aussi les difficultés de cette économie de guerre. À la suite de la défaite, le gouvernement corse est dissous et l'île se soumet, malgré elle, à la domination française. Elle ne devient pas pour autant une possession de la France, car le traité de Versailles, signé en 1768, stipule que Gênes ne cède ses droits sur la Corse que de manière provisoire, le temps pour elle de rembourser les sommes d'argent qu'elle doit à la France. Pascal Paoli, lui, n'a d'autre solution que l'exil, à l'instar de son père 30 ans auparavant. Il quitte alors discrètement les siens et part vers l'Angleterre, où il possède de récentes mais solides attaches. Vingt ans ont passé, Louis XVI a succédé à Louis XV sur le trône de France et le pays est à son tour en proie à des mouvements de révolte populaire. En cette année 1789, la grande crise politique qui traverse la France depuis quelques années débouche sur une rébellion d'une ampleur inégalée. Les symboles de la monarchie sont abattus, à commencer par la prison royale de la Bastille, prise d'assaut et incendiée le 14 juillet 1789. Cet événement parisien a alors des répercussions à travers toutes les campagnes du royaume qui se soulèvent à leur tour. La Grande Révolution est en marche et le régime monarchique tombe. Depuis l'Angleterre où il est en exil, Pascal Paoli assiste aux événements. Je pense que Paoli, en 89, est certainement non seulement quelqu'un qui se rallie à la Révolution française, mais qui est un acteur, au sens premier, de cette révolution en Corse. Il est véritablement, et c'est vrai, de 1789 jusqu'au mois de mai 1793. On peut dire que de 89 à 93, il est véritablement, il joue totalement le jeu de la Révolution française. Pascal Paoli se rallie à la Révolution. Et je n'aime pas le terme de se rallier parce que Pascal Paoli a porté en lui, il a déjà 64 ans à ce moment-là, il a porté en lui les idées pré-révolutionnaires et les trois grandes idées qui vont se développer grâce
à la Révolution américaine dans les années 1776 et 1778, ce sont les idées de Pascal Paoli, au point que les Américains se sont battus au cri de Remember Paoli, par exemple, en 1777, et au point qu'aujourd'hui, il y a 7 Paoli City, par exemple, en Pennsylvanie, et qu'il est reconnu comme un chef qui a porté ces idées que l'on retrouve aussi bien sous la plume de Jefferson en 1776, que l'on retrouve aussi sous la plume des constituants de 1789. Donc il ne se rallie pas à des idées, il est heureux plutôt de voir que les idées qui ont été les siennes pendant une soixantaine d'années sont mises en pratique par la France de 89. Et il débarque, et ça n'est pas un hasard, le 14 juillet 1790 à Massinage, parce que le 14 juillet, c'est la fête de la Fédération nationale. Et Pascal Paoli, il est dans une optique girondine, il n'est pas du tout dans une optique jacobine. Il voit bien une France comme un ensemble de régions qui se regroupent et qui se fédèrent, un petit peu comme la Fédération des États-Unis d'Amérique. Et donc, il va embrasser le sol de Maginage le 14 juillet 1790, après avoir débarqué en France, non pas en 89, qui est une année sanguinaire. On a massacré le gouverneur de la Bastille, le marquis de Launay, on a massacré le prévôt des marchands de Paris, Berthier de Sauvigny, son beau-père, M. Foulon de Douai. C'est une année sanguinaire. Il se rallie en 1790, lorsque ça devient une année pacifique. Et à ce moment-là, il débarque, et il débarque à Paris. Chez qui? Chez la comtesse d'Albany, avec laquelle il va fêter son 65e anniversaire, c'est-à-dire la veuve du prétendant Stuart. Et c'est Stuart que l'on retrouve dans toute l'histoire de Corse depuis 1736 jusqu'à la mort du duc d'York, le dernier des Stuart, à l'époque de Pascal Paoli en 1807. Mais les révolutions sont comme des bêtes assoiffées de sang et difficiles à rassasier. En 1793, la France plonge dans un régime de terreur, alimenté par des tribunaux révolutionnaires qui condamnent à mort sans relâche. Des penseurs, des intellectuels sont décapités, tandis que des massacres de population à grande échelle sont orchestrés dans les provinces françaises. La folie meurtrière prend le pas sur la raison. Un tel revirement écœure Pascal Paoli, qui tourne alors le dos à la France et demande aide à l'Angleterre pour protéger son île de ce terrible régime devenu sanguinaire. L'Angleterre s'intéresse à la Corse, peut-être pas parce qu'elle s'intéresse à la Corse, mais parce qu'elle s'intéresse à la Méditerranée. Il est évident que la plus grosse escadre française des règnes de Louis XIV et Louis XV, c'est Toulon. Le seul moyen pour dominer le monde, ce que veut l'Angleterre de la Royal Navy, c'est de mettre Toulon sous une espèce d'embargo. Donc, on voit les Anglais hiverner pour la première fois en Méditerranée en 1694, premier hivernage. 1704, prise de Gibraltar. 1707, prise de Minorque. Et à partir de ce moment-là, l'Angleterre s'intéresse à la Méditerranée, donc forcément à la Corse, car qui possède la Corse menace grandement les deux ports qui sont en face, Marseille et Toulon. Quand on regarde qui sont les maires de Marseille à partir de 1533 jusqu'en 1787, presque tous sortent de Chentour. Donc on voit bien que Chentour-Marseille était une ligne de communication qui coupait la ligne de communication Barcelone-Gênes. Et les Anglais, ils sont dans cette géostratégie. Les Anglais veulent s'emparer de la Corse pour nuire essentiellement à Toulon et à Marseille, c'est-à-dire le grand port de guerre
et le grand port de commerce français. Et donc, dans les années 1793, lorsqu'on est en pleine révolution, on dit toujours Pascal Paoli a donné l'île de Corse à l'Angleterre et on lui en veut toujours aujourd'hui, au point que la mairie de Paris nous a refusé il y a 4-5 ans un nom qui aurait été une rue ou une avenue Pascal Paoli à Paris, en disant il est rebelle, il a été condamné par la Convention, etc. Mais tout ceci est arrivé en 93, à un moment où Toulon se donne aussi aux Anglais. Et donc, ce que fait Paoli d'un côté sud de la Méditerranée, Toulon le fait aussi du côté nord. C'est du reste la même escadre, qui est l'escadre de l'amiral Hood, qui occupe Toulon, ce qui va permettre à Bonaparte de se couvrir de gloire dans la défense de ce siège de Toulon. Et Pascal Paoli, je dis toujours qu'il a fait un choix qui était sûrement très sympathique à son époque. Il a préféré le pays où on créait les vaccins, comme Jenner en 1793, au pays où on coupait la tête à des tas de gens en 1793. Et il savait très bien que si lui-même partait à Paris, il aurait été guillotiné. Donc c'est un révolutionnaire de 89, ça n'est pas un homme de 93. En 1793, les Anglais acceptent sans condition d'aider la Corse à se débarrasser des Français. Le premier port de l'île est alors Saint-Florent, un port construit au fond d'une baie et protégé par une imposante forteresse. Paoli envoie ses troupes attaquer la cité côté terre, tandis que la flotte britannique se déploie dans le Golfe. Celui-ci est défendu par 2 tours, une de chaque côté du Golfe. Les combats sont rudes. Mais les Français ne peuvent s'opposer à la prise de ces tours, puis à celle de la cité, soumise à un déluge de boulets durant plusieurs jours. Les 2 autres grands ports de l'île, Calvi et Bastia, sont attaqués à leur tour, selon le même schéma. Les troupes du général attaquent côté terre, et la flotte britannique bombarde depuis la mer. Devant le nombre des assaillants et la puissance de feu de la marine anglaise, les troupes françaises évacuent rapidement les cités. La flotte des amiraux Hood et Nelson se rend maître de l'île. Le problème de Paoli, c'est que Paoli, de son côté, lui a besoin des Anglais pour 2 éléments différents. Premier élément, vis-à-vis des 3 places qui restent aux mains des Français, Bastia, Saint-Florent et Calvi. Là, c'est extrêmement important. Il faut dégager maintenant que la rupture est consommée avec la Convention française. Il faut les dégager. Or, il sait, ce qu'on disait tout à l'heure, il sait que pour dégager ces gens-là, il va falloir mettre une flotte devant. Sinon, on ne prend pas Bastia. Ce n'est pas faisable. On va recommencer les opérations comme avec son père. Ce n'est pas possible. Donc, il faut mettre une flotte devant. Donc, il a besoin de la flotte anglaise, en tout cas, comme allié. Donc, il va faire appel très rapidement, alors même qu'il a passé, dès les mois de juillet 1793, il est passé dans l'optique véritablement d'une Corse indépendante. Il dit à Portafax, nous mettrons désormais, remettez le drapeau blanc frappé de la tête de mort, etc., etc. Très bien, donc on vous enlevez le drapeau à 3 couleurs, vous mettez le drapeau corse à tête de mort, très bien. Donc il est dans cette optique-là. Ça, c'est la première chose. Et puis le deuxième problème, c'est qu'il n'a pas une seule opposition. Il n'a pas simplement que l'opposition républicaine, française. Il a l'opposition royaliste. Or, l'opposition royaliste se manifeste désormais auprès des Anglais
à Toulon, avec Gafford, à Gênes. Et donc, il lui faut se garantir de cette opposition qui peut revenir dans les bagages de la flotte anglaise. Donc, il lui faut à la fois se garantir du côté français et se garantir du côté des royalistes qui ont quitté la Corse au moment de la Révolution française. La seule option qui lui reste, c'est l'Angleterre. Et dès le mois de septembre 1793, il envoie une lettre au roi d'Angleterre en demandant la protection de l'Angleterre. La protection, une sorte d'alliance. On n'en est pas au royaume anglo-corse. C'est ensuite, entre septembre et le début de l'année 94, que les choses vont se faire et que Paul va choisir finalement cette option du royaume anglo-corse qui se révélera être une erreur. Paoli avait demandé la protection de l'Angleterre. Mais les Anglais, une fois vainqueurs, adoptent une autre vision de la situation. Ils veulent intégrer la Corse dans leur possession. Le marché est en réalité un marché de dupes. Et ce n'est pas la création d'un parlement insulaire totalement muselé qui peut changer le sentiment profond de trahison que ressent Pascal Paoli. Alors que le désordre continue de régner dans l'île, le vieil homme déçu et probablement dépité décide d'abandonner sa si chère terre natale, ses magnifiques paysages et ses montagnes enchanteresses pour un dernier exil solitaire. Son combat est désormais derrière lui. Il y a effectivement, indiscutablement, dans l'expérience paoliste, pour toutes sortes de raisons, un intérêt que l'Amérique va trouver dans ce qu'elle voit de l'expérience paoliste. À deux niveaux. Premier niveau, c'est ce que dit parfaitement Jefferson. Finalement, qu'est-ce qu'il se passe en Corse? Il se passe en Corse exactement le rapport entre la Corse et Gênes, c'est exactement le rapport que nous avons avec l'Angleterre. Voilà. Nous avons exactement le même rapport. Et la Corse avec Gênes, finalement, comme le dit Benjamin Franklin, le problème des Corses, c'est lorsqu'ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas sujets de Gênes, mais sujets de Gênes. Voilà. Ça, c'est une forme extraordinaire chez Benjamin Franklin. Et lorsqu'il dit ça, il pense à quoi? Il pense à lui. Il pense aux Américains. Quelque part, eux Américains, sont des sujets du roi d'Angleterre. Voilà. Eh bien, c'est cette idée-là. Si les Corses sont capables de secouer le cocotier, alors nous, Américains, nous serons capables de le faire. Et là, c'est la deuxième idée chez Thomas Jefferson, lorsque Jefferson dit, à un moment donné, il dit, finalement, la Corse peut disparaître. L'expérience corse restera. La Corse peut disparaître. C'est-à-dire, Paoli peut ne plus être le patron demain. L'expérience restera. L'expérience, c'est quoi? L'expérience, c'est ce que nous pouvons, nous, Américains, tirer de ce qui vient de se passer. Et qu'est-ce qui vient de se passer? Eh bien, une puissance dont le pouvoir est reconnu internationalement. Parce que le pouvoir génois est reconnu internationalement. C'est la raison pour laquelle tout ce qui était avant Paoli a échoué. Et quelque part, que Paoli lui-même a échoué en 1763 à ne pas pouvoir rentrer dans le traité de Paris. Malgré tout, les gens ont continué à combattre, etc., et à s'opposer, alors même que, d'une certaine façon, le pouvoir génois était un pouvoir totalement indiscutable. De la même façon, ça veut dire comme l'est le pouvoir anglais. Alors, nous-mêmes, nous pourrons tirer de l'expérience paoliste, eh bien, des avantages pour la suite. De ce point de vue-là, l'expérience paoliste est un des éléments de la chaîne des révolutions.
En 1776, soit tout juste 7 ans après la bataille de Ponte Novo, les représentants des colonies américaines adoptent la Déclaration d'indépendance, en grande partie écrite par Thomas Jefferson, et entrent en guerre contre l'Angleterre. Après plusieurs défaites, Londres abandonne ses colonies américaines en 1783. Le nouveau pays se dote alors d'une constitution en 1787, directement inspirée des idées des Lumières. Nul ne peut nier que cette révolution américaine eut un retentissement important dans la vieille Europe, incitant à son tour d'autres nations à appliquer des idéaux nouveaux de liberté des peuples, à se gouverner par eux-mêmes. Les vieilles monarchies européennes, qui avaient montré une incapacité à se réformer, sont à leur tour balayées par un courant démocratique nouveau, venu d'outre-Atlantique. Depuis son exil anglais, Pascal Paoli observe toute cette agitation avec une certaine excitation et beaucoup d'espoir. Pascal Paoli a vécu en Corse à peu près la moitié, même une petite moitié de sa vie, puisqu'il la quitte à l'âge de 14 ans, il y revient à l'âge de 30 ans, mais il repart lorsqu'il en a 45, et puis après, il y a les 3 ou 4 années du royaume anglo-corse, et c'est à peu près tout. Donc ça fait même moins de la moitié de sa vie. Et il est évident qu'il a évolué. En 82 ans, un homme change, que ce soit Pascal Paoli ou tout homme, on n'a pas le même regard sur la vie, sur les choses, sur les régimes politiques. À 30 ans, lorsqu'on est en pleine ascension, ce qui est son cas pour ses 30 ans, en 55, et puis lorsque l'on voit comment évolue le monde, qui n'est d'ailleurs plus le même. Lorsque Pascal Paoli meurt, c'est l'Empire qui est là. Louis XVI est guillotiné, les souverains sont bousculé par son compatriote qu'il aime bien d'ailleurs, Napoléon, puisqu'il a accueilli Carlo Bonaparte, le père de Napoléon, à Corte. Il a accueilli Laetitia, qui a eu une première vie de cour avant les Tuileries avec Pascal Paoli au Palazzo Nacional de Corte. Donc Pascal Paoli va mourir dans une Europe qui n'est plus l'Europe d'Ancien Régime. La Révolution est passée par là, les libertés, égalité, fraternité, les valeurs ne sont plus les mêmes. Et donc, il a évolué et il regarde la Corse avec un œil tout à fait différent entre 1755 et puis les années 1800. Il y a cette magnifique lettre, je trouve, qu'il faut citer parce que c'est une très belle lettre de réconciliation, entre guillemets, de Pascal Paoli avec la France, lorsqu'il parle de ses petits-neveux qui sont les petits-fils de sa sœur qui sont élevés en Toscane. Il ne faut pas voir Paoli comme l'ennemi de la France jusqu'à la fin de sa vie. Il dit, eh bien, mes petits-neveux, il faut maintenant qu'ils quittent Florence ou Livourne. Nous faisons partie d'une sorte de confédération française. Il faut donc les élever à la française. Il faut les faire venir à Paris, comme l'a fait Napoléon une trentaine d'années plus tôt à Autun et à Brienne. Il faut les élever à la française pour leur donner un niveau de culture qui leur permettra de se souvenir de moi, leur grand-oncle, c'est-à-dire lui, Pascal, et de leur arrière-grand-père, c'est-à-dire Hyacinthe. Et je trouve cette phrase magnifique parce qu'on voit bien l'évolution de l'homme en 52 ans, entre l'indépendance de 1755 et puis le vieillard bronchiteux, malade, qui vit dans un certain luxe dans l'hôtel particulier de la duchesse Douglas, donc à Londres. On voit l'évolution sur un demi-siècle d'un homme qui a réfléchi du rapport d'une région, de son pays natal, de sa nation, avec un monde plus grand et un monde plus confédéral, un petit peu comme les États-Unis. Cette extraordinaire histoire corse a suscité bien des interrogations chez les historiens depuis le XIXe siècle. Il est vrai qu'elle renferme une indéniable part de mystère. Comment
un homme né dans un si petit village de montagne a pu bousculer à ce point l'ordre établi des monarchies européennes? Comment un fils de paysan, sans terre ni fortune, a pu s'élever de la sorte et être reçu en son temps par les rois, les princes et les élites intellectuelles de toute l'Europe? Il y a en effet quelque chose d'incroyable dans le surprenant destin de cet homme, une énigme qui ne peut pas s'expliquer par le seul contexte historique ou politique de l'aventure. Certes, la Corse joue naturellement à cette époque un rôle en Méditerranée, du fait de sa situation géographique, mais l'île est petite, peu peuplée, et ne possède que des infrastructures très sommaires. Certes, la République de Gênes a été dans le passé une grande puissance, rivale de Venise ou de l'Aragon, mais en ce XVIIIe siècle, son déclin est amplement consommé. L'histoire aurait pu, tout compte fait, être celle d'une révolte paysanne de peu d'importance. Quel est donc le mystère qui entoure ce personnage sorti de nulle part et dont l'aventure a, en son temps, passionné l'Europe? D'où vient cet étrange pouvoir qui a su enthousiasmer ses contemporains? Quel est donc ce secret qui explique le succès de l'homme et son élévation parmi les plus grands d'Europe? Pascal Paoli, à mon avis, ne peut bien se comprendre que si on met en lumière les liens personnels qu'il a eus avec la franc-maçonnerie et qu'il a eus visiblement pendant très longtemps. On est certain de l'appartenance maçonnique de Pascal Paoli à partir de 1778 à la Grande Loge d'Angleterre. C'est l'époque et c'est même l'année où Voltaire lui-même entre dans la franc-maçonnerie et reçoit le tablier d'Helvétius, par exemple. Et il va entrer même dans une loge encore plus huppée à partir de 1804, qui est la loge du prince de Galles, donc le fils et héritier de Georges III d'Angleterre. Donc l'appartenance de Pascal Paoli pour les 30 dernières années de sa vie, elle est réelle. Par contre, avant 1778, on a simplement des soupçons. Ces soupçons, ils sont liés à une lettre des années 1800. Pascal Paoli est un vieux monsieur de 75 ans qui reçoit à Londres un jeune génois qu'il qualifie de prince, ce qui est un terme un petit peu exagéré, qui est un Justinian. Et il dit dans cette lettre qu'il est très content d'être le parrain de ce fils, de ce prince Justinian. Et au sujet de ce prince, il dit « Il n'a pas dans les yeux le feu de sa grand-mère maternelle ». Et donc, j'aime beaucoup la généalogie, j'ai cherché qui était la grand-mère de ce prince Justinian, c'est une comtesse de Neubourg. Et donc, cette comtesse de Neubourg, Pascal dit qu'il l'a connue à Naples pendant son exil, dans les années donc 1750, lorsqu'il était un jeune homme de 25 ans. Or, le premier maçon à tenir maillet en France, qui est le Lord Radcliffe d'Erwenwater, eh bien, il est le fils de la comtesse de Neubourg. C'est-à-dire que Pascal, dès les années napolitaines, dès les années 1745, a connu des gens qui tenait le premier maillet en France dans les années 1739, c'est-à-dire l'époque de constitution d'Anderson en 1732, c'est-à-dire l'époque où Montesquieu part en Angleterre pour s'affilier lui-même et être reçu dans la maçonnerie, c'est-à-dire que si lui-même n'est pas maçon à partir de ces années 1740, il a gravité en tout cas dans un milieu maçonnique que l'on retrouve tout au long de sa vie, bien avant 1778. Parce que qui a lancé au niveau européen l'aventure paoline à travers ce très beau livre qui est le premier ouvrage d'un Anglais sur la Corse du XVIIIe siècle, An Account of Corsica, c'est James Boswell. Et Boswell, qui est né en 1740 et qui a 15 ans de moins de Pascal Paoli, il est premier surveillant au Grand Orient de France. Donc on est un petit peu surpris de voir un Boswell qui arrive en Corse pour voir Paoli en étant lui-même maçon, en appartenant à une famille qui fait partie des premières familles maçonniques d'Écosse,
toujours ce réseau Stuart qui aurait créé la maçonnerie jacobite. Et j'ai fait, dans ma biographie de Pascal Paoli, publiée il y a une dizaine d'années, j'ai reconstitué tout le réseau maçonnique autour de Pascal Paoli. Et on s'aperçoit que ce soit à la fin de sa vie, celui qui va faire son buste, par exemple, qui est à Westminster, que ce soit ses amies anglaises, comme Maria Cosway, qui est une sœur, qui est donc une sœur maçonne, que ce soit le mari de Maria Cosway, le peintre Richard Cosway, qui va peindre Paoli, que ce soit le frère de Marie, qui est l'architecte Hatfield, qui va partir en 1976 avec Jefferson aux États-Unis, on s'aperçoit qu'il y a un réseau maçonnique autour de Pascal pendant au moins les 60 années, les 60 dernières années de sa vie, entre ses 20-22 ans à l'époque où il est à Palerme, qui est un grand foyer maçonnique, et à Naples, jusqu'à sa mort à Londres. À mon avis, il adhère à la maçonnerie des Naples. La maçonnerie napolitaine est une maçonnerie faite de marchands et d'officiers, ou de sous-officiers. Il est sous-officier, il y adhère, à mon avis, assez rapidement, dès les années 1750, début des années 1750. Il est assez tôt dans ce milieu-là. Après, la deuxième maçonnerie, alors c'est une autre maçonnerie, c'est la maçonnerie britannique. Et là, on va rentrer véritablement, lorsque Paoli arrive en Angleterre, il a une aura de fils de la liberté, dans un monde intellectuel, il va apparaître et à partir de ce moment-là, il va adhérer non seulement à la maçonnerie, mais aussi à un certain nombre de clubs et ça va l'amener effectivement, certainement, à une autre lecture, peut-être même assez proche. On dit qu'il aurait même participé à ce qu'on appelle le Club 89, lors de son passage au début de l'année 90, lorsqu'il passe à Paris. Il y a là, effectivement, une maçonnerie avec une lecture du monde qui est sans doute un petit peu déjà différente aussi, y compris de la maçonnerie telle qu'il a pu la rencontrer à Naples. Malgré des origines modestes, Pascal Paoli a fréquenté les philosophes éclairés de son temps et s'est imposé parmi eux comme un humaniste talentueux, un homme des Lumières. En Corse, il a essayé de mettre en application des idées politiques nouvelles, inspirées par les grands penseurs. La Corse s'est ainsi trouvée au cœur d'un enjeu incroyable, une sorte de grand laboratoire que tous les intellectuels d'alors ont regardé évoluer. À l'époque, des portraits de Pascal Paoli fleurissent dans toutes les gazettes européennes et américaines. Des portraits peu fidèles à la physionomie du personnage, mais qui saluaient tous l'esprit visionnaire et le talent de l'homme d'État. Peu importait alors le visage de l'homme. Pascal Paoli était devenu un personnage légendaire, un esprit éclairé, dont les idées sur la nation bouleversaient jusqu'au fondement même des États d'Occident. Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Franklin ou Jefferson rendaient hommage à l'action politique de l'homme et à ses brillantes initiatives. Dans la chaîne des bouleversements qui balayèrent les vieilles institutions du vieux monde, l'expérience paoliste avait eu au moins un rôle annonciateur, si ce n'est précurseur. Alors que l'homme s'éteignait en 1807, seul et malade, le mouvement de modernisation des États qu'il avait initié continuait à agiter le vieux continent, renforçant encore plus la légende de celui dont le destin faisait désormais écho à la construction de l'Europe des peuples.